J'ai 33 ans et, jusqu'à récemment, j'étais fiancé à Lydia, une femme avec qui je pensais honnêtement passer le reste de ma vie. Nous nous sommes rencontrés il y a environ 6 ans, par l'intermédiaire d'amis communs, lors d'un barbecue. Elle avait ce sourire incroyable, elle était vive d'esprit, toujours prête avec une blague, et tout simplement, on s'est connecté. Je n'ai pas hésité une seconde à la demander en mariage il y a 1 an, c'était le bon moment, la bonne personne. À l'époque, je n'épousais pas seulement Lydia. D'une certaine manière, j'épousais aussi sa famille. Ses parents, Jacques et Donna, sont le genre de personnes qui aiment être le centre de l'attention. Bruyants, plein d'avis sur tout, ils semblent toujours avoir un commentaire à faire. Au début, j'ai pensé que c'était simplement leur personnalité. Mais avec le temps, j'ai commencé à voir à quel point leur sentiment de supériorité se glissait dans tout ce qu'ils faisaient. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler de ma mère. Elle s'appelait Patricia, et elle a été, sans aucun doute, la meilleure personne que j'ai jamais connue. Elle est décédée il y a 2 ans, après avoir combattu un cancer pendant 3 années brutales. L'avoir lutté contre cette maladie tout en continuant à mettre les autres en priorité a été une leçon d'humilité dans le bon sens. Elle m'a beaucoup appris sur la bonté, la générosité, et le fait de défendre ce qui est juste. Ma mère n'était pas seulement mon pilier, elle était le soutien de nombreuses personnes. Elle avait cette manière d'intervenir et d'aider sans jamais faire sentir à quiconque de la gêne ou une dette. C'était comme si elle faisait simplement ce qui devait être fait, discrètement. Et cela incluait la famille de Lydia. Jacques et Donna lui doivent beaucoup. Mais on ne le devinerait jamais à entendre la façon dont ils parlent d'elle aujourd'hui. Lorsque j'ai présenté Lydia à ma mère pour la première fois, cela s'est plutôt bien passé. Ma mère a dit qu'elle l'aimait bien, et Lydia semblait polie. Mais à mesure que les choses devenaient plus sérieuses, il est devenu évident que Lydia ne s'entendait pas très bien avec ma mère. Ce n'était rien de dramatique, juste des petites remarques ici et là, comme lorsqu'elle disait que ma mère était trop impliquée, ou un peu trop pressée d'aider. Cela me dérangeait, mais je pensais que c'était juste du stress, ou que Lydia essayait de s'adapter à une nouvelle famille. La vérité, c'est que ma mère a fait énormément pour la famille de Lydia. Il y a des années, lorsque leur restaurant allait fermer, ma mère s'est portée garante d'un prêt pour les aider. Personne d'autre ne voulait prendre ce risque, mais elle croyait en eux. Elle les a même aidés à organiser leurs finances et à élaborer un plan pour que le commerce redevienne rentable. Et ça a marché. Le restaurant a survécu, et Jacques et Donna ont pu conserver leur gagne-pain. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quand le four industriel du restaurant est tombé en panne et qu'il n'avait pas d'argent pour le remplacer, ma mère a payé de sa poche, parce qu'elle ne voulait pas qu'il perde de clients. Elle n'a jamais demandé à être remboursée, même si elle aurait pu utiliser cet argent pour ses propres frais médicaux. C'était sa façon d'être. Et puis il y a eu le frère aîné de Lydia, Ryan. Il avait du mal à finir ses études universitaires parce qu'il ne pouvait pas payer les frais du dernier semestre. Ma mère est intervenue et a tout réglé, pour qu'il ne soit pas obligé d'abandonner. Elle disait, l'éducation, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais te reprendre. Et ce n'était pas seulement de l'argent qu'elle donnait. C'était du temps, de l'énergie. Elle a passé des heures à aider la famille de Lydia, que ce soit avec des conseils de comptabilité ou en gardant les enfants de Ryan pour qu'ils puissent étudier. Et laissez-moi vous dire, jamais Jacques, Donna ou Ryan ne l'ont vraiment remercié. Bien sûr, il disait « merci » en passant, mais il n'y a jamais eu de véritable reconnaissance pour tout ce qu'elle avait fait. Ma mère ne s'en souciait pas. Elle ne le faisait pas pour être reconnue. Elle voulait simplement aider. Quand elle est décédée, j'étais anéanti. Elle était tout pour moi, et la perdre, c'était comme perdre une partie de moi-même. Lydia était là durant ce moment terrible, du moins, c'est ce que je croyais. Avec du recul, je réalise que beaucoup de son soutien se limitait au strict minimum. Elle disait des choses comme « tu dois avancer » ou « ta mère n'aurait pas voulu que tu restes bloqué dans le deuil ». C'était peut-être vrai, mais ce n'était pas réconfortant. C'était froid. Pendant les préparatifs du mariage, j'ai commencé à remarquer plus de signaux d'alarme. Lydia était étrangement indifférente chaque fois que je mentionnais ma mère en parlant de la cérémonie. Par exemple, je voulais inclure un petit hommage à elle dans nos vœux, et Lydia a simplement ignoré, disant « ça va rendre les gens tristes ». Un mariage, c'est censé être joyeux. J'ai laissé couler, je ne voulais pas me disputer. Mais ces petites choses se sont accumulées. Puis il y a eu les commentaires de Jacques et Donna. Ils me parlaient comme s'ils pensaient que Lydia épousait en dessous de son niveau. Jacques est même allé jusqu'à plaisanter qu'elle montait en gamme en épousant quelqu'un d'origine modeste. Donna disait des choses comme « bah, on fait tous des sacrifices par amour », comme si Lydia me faisait une faveur en m'épousant. Ça faisait mal. Mais je me suis tu pour Lydia. Aujourd'hui, avec du recul, j'aurais voulu parler plus tôt. Peut-être que cela m'aurait évité bien des souffrances. 1 mois avant le mariage, tout a commencé à s'effondrer. Les parents de Lydia, Jacques et Donna,
ont proposé d'organiser le dîner de répétition dans un restaurant chic avec lequel ils avaient des liens. Au début, j'ai trouvé ça gentil. J'ai imaginé qu'ils essayaient peut-être de compenser les petites remarques sarcastiques et les moments gênants. Je me suis dit, peut-être que c'est leur façon de montrer un peu de classe. Aujourd'hui, je comprends que c'était plus une question d'ego que de générosité. Donna répétait sans cesse, on a mis tant d'efforts dans ce dîner. Tout le monde va en parler. Jacques, lui, ne ratait pas une occasion de dire que ce restaurant était l'un des meilleurs de la région, et à quel point nous étions chanceux d'y être. L'événement ressemblait moins à un cadeau qu'à une vitrine d'autopromotion. Mais soit, je voulais me marier. Je les ai laissés s'en occuper. Grosse erreur. À mesure que le jour approchait, leurs véritables couleurs sont apparues de façon encore plus flagrante. Chaque conversation devenait une critique déguisée. Quand j'ai voulu confirmer la liste des invités, Donna a levé les yeux au ciel et dit « Laisse-nous gérer ça, Michael. Contente-toi de venir et de profiter. » Et puis le menu. Donna tenait à rappeler que le chef allait préparer quelque chose de vraiment spécial, rien à voir avec ce qu'on trouve chez vous. Elle adorait cette phrase. C'était sa manière préférée de me rappeler que je venais d'une petite ville, issue d'un milieu modeste et que je n'appartenais pas à leur monde. J'ai essayé d'ignorer. De sourire. D'accepter. De dépasser. Mais même Lydia commençait à agir étrangement. Elle a toujours pris le parti de ses parents, mais là, elle me rejetait. Chaque fois que j'avais une idée ou une inquiétude, elle disait « Michael, tu réfléchis trop. Mes parents savent ce qu'ils font. » Le problème, ce n'était pas juste le dîner. C'était la façon dont ils me faisaient sentir, comme un intrus dans ma propre relation. Quelqu'un de chanceux d'être là. Et Lydia ne me défendait jamais. Pire, elle riait avec nous ou m'ignorait. Une semaine avant le dîner, il y a eu un moment qui aurait dû être mon signal d'alarme final. Nous étions chez ses parents, à revoir les détails du mariage. Donna était en mode « chef suprême », planifiant comme s'il s'agissait d'un événement royal. À un moment, j'ai suggéré de changer les centres de table pour quelque chose de plus simple, quelque chose que ma mère aurait adoré. Donna a levé les yeux de son classeur et dit « Ah, Patricia avait un goût particulier, n'est-ce pas? Mais c'est le jour de Lydia. Restons modernes, d'accord ?» Je me suis figé. C'était une critique subtile, mais cinglante. Lydia n'a rien dit. Elle a continué à faire défiler son téléphone. J'ai voulu répondre, confronter Donna sur le champ. Mais je me suis tu. J'ai ravalé ma fierté. Encore une fois. Le dîner de répétition est enfin arrivé. Et la tension était palpable. Lydia et moi sommes arrivés ensemble, et j'ai essayé de discuter un peu dans la voiture. Elle était distante. Les yeux rivés sur son téléphone. Quand je lui ai demandé si elle était excitée, elle a juste haussé les épaules. C'est juste un dîner, Michael. Ne stresse pas. Juste un dîner. Nous sommes arrivés au restaurant, et Jacques et Donna étaient déjà là, se comportant comme s'ils étaient les propriétaires du lieu. Jacques était à l'entrée, serrant les mains des invités. Donna donnait des ordres au personnel. L'événement ressemblait plus à un cocktail d'entreprise qu'à une réunion de famille. Le restaurant en lui-même était extravagant, nappes blanches, lustres élégants, le grand luxe. C'était le genre d'endroit qui crie « Regardez comme on est important ». Et, honnêtement, ça ne faisait que me faire sentir encore plus à part. À mesure que les invités arrivaient, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. La plupart des personnes présentes venaient du côté de Lydia. Il y avait peut-être 3 ou 4 personnes de mon côté, mon père, ma sœur, quelques amis proches et parents. Tous les autres étaient des membres de la famille de Lydia ou des associés de ses parents. C'était comme s'ils avaient transformé le dîner de répétition en un événement de réseautage. J'ai tiré Lydia à part et lui ai demandé ce qui se passait. Pourquoi ma famille n'est pas plus présente? Ai-je dit. Elle m'a lancé ce regard agacé et a répondu. Michael, ta famille est petite. Mes parents ont dû remplir la salle d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame. C'était sa réponse à tout. Je me suis mordu la langue et je suis retourné me mêler aux autres, mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que ce dîner n'avait rien à voir avec nous. C'était Jacques et Donna qui faisaient leur show. Ils avaient détourné ce qui aurait dû être une célébration de notre relation pour en faire leur propre spectacle personnel. Après que tout le monde ait mangé, le véritable spectacle a commencé, les discours. Jacques a été le premier à prendre la parole, évidemment. Il a attrapé le micro comme s'il s'apprêtait à prononcer un discours principal lors d'un congrès et non à parler du mariage de sa propre fille. Il s'est raclé la gorge et a commencé. Bienvenue à tous. Ce soir, il s'agit de célébrer l'union de 2 familles, notre Lydia, et bien sûr, Michael. Il a prononcé mon nom comme s'il avait un goût amer dans la bouche. J'étais assis là,
essayant de rester calme, mais chaque mot qui sortait de sa bouche était un affront à peine voilé. Il a commencé à parler de combien il était fier de Lydia, de comment elle avait toujours été l'étoile de la famille. Elle avait toujours su ce qu'elle voulait dans la vie, et elle s'était donné les moyens de l'obtenir. Et maintenant, elle allait épouser quelqu'un qui allait la garder les pieds sur terre. Il a esquissé un sourire narquois en disant cela, et je jure que certaines personnes en rient. Je l'ai simplement fixé, me demandant si j'avais bien entendu. Puis il a lancé une anecdote sur à quel point Lydia avait toujours été une élève brillante, même enfant. Et sur la chance qu'elle avait eue de recevoir leurs conseils pour rester sur le droit chemin. À un moment, il a dit. Vous savez, on a toujours appris à Lydia à viser haut, et, même si Michael n'est peut-être pas exactement ce qu'on avait imaginé au départ. Il a laissé sa phrase en suspens comme si c'était censé être drôle. Je pouvais sentir le regard de mon père et de ma sœur, assis de l'autre côté de la table. Ensuite, ce fut au tour de Donna. Elle s'est avancée vers le micro comme si elle allait recevoir un prix. Son discours a bien commencé, elle a parlé de combien elle aimait Lydia, et à quel point elle était heureuse pour le mariage. Mais ensuite, elle a commencé à glisser de petites piques à mon sujet. Elle a dit que Lydia était la fille parfaite, qu'elle méritait ce qu'il y avait de mieux dans la vie. Et elle a lancé des sous-entendus. C'est une bonne chose qu'elle soit patiente, parce qu'elle a déjà tellement appris à Michael. J'ai failli m'étrangler avec l'eau. Ce que Lydia m'avait appris? À me mordre la langue pendant que ses parents me rabrouaient à chaque occasion? Puis Donna s'est tournée vers moi et a dit. Nous sommes si heureux de t'accueillir dans la famille, Michael. Ce sera agréable d'avoir enfin quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains, n'est-ce pas? Elle a ri, et quelques-uns de ses proches l'ont suivi. J'ai regardé Lydia, espérant qu'elle interviendrait, ou qu'au moins, elle paraîtrait gênée. Mais elle souriait avec eux. Et juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas empirer, Jacques est retourné au micro. Il a tapé contre son verre et a dit. Une dernière chose avant de conclure. Je voudrais juste reconnaître quelqu'un qui n'est plus avec nous. Mais qui a joué un grand rôle dans la personne qu'est devenue Michael, sa mère, Patricia. L'espace d'une fraction de seconde, j'ai cru qu'il allait vraiment dire quelque chose de gentil. Mais non. À la place, il a dit. Patricia était unique. Elle avait le don de toujours vouloir s'impliquer, vous voyez? Elle avait toujours son mot à dire sur la façon dont les choses devaient se faire. Il a ri, et Donna a enchaîné. Oh, elle avait certainement des opinions bien arrêtées. Tu te souviens comme elle insistait pour nous aider, même quand on ne demandait rien? Je n'en croyais pas mes oreilles. Il parlait de ma mère comme si elle avait été une voisine trop curieuse. Jacques n'en avait pas fini. Mais pour être sérieux, dit-il, Patricia était une femme généreuse. Elle nous a beaucoup aidés, parfois trop, pour être honnête. Il m'a lancé un clin d'œil, comme si c'était une blague privée. L'atmosphère était glaciale. Mais Jacques a continué. Assurons-nous de garder son esprit vivant à travers ce mariage. Espérons que Michael n'héritera pas de son empressement à tout contrôler. Nous ne voudrions pas qu'il se mêle de trop de choses, pas vrai? Voilà. J'ai senti mon visage s'enflammer et mes poings se serrer sous la table. J'ai regardé Lydia, espérant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, pour les faire taire. Mais elle a simplement ri et dit. Oh, papa, arrête. Comme si tout cela n'était qu'un jeu inoffensif. Un jeu inoffensif. Il se moquait de la mémoire de ma mère, devant toute une salle remplie de gens. Et Lydia trouvait ça drôle. Je n'arrivais pas à y croire. Le pire, c'est que Jacques et Donna agissaient comme s'ils étaient charmants. Ils avaient cet air suffisant, comme s'ils pensaient que tout le monde riait avec eux. Mais quand j'ai regardé autour de la salle, j'ai vu que ce n'était pas le cas. Quand Jacques s'est enfin rassis, la tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Le cliquetis des fourchettes et des verres a repris, alors que les gens tentaient, maladroitement, de faire comme si ce désastre de discours n'avait jamais eu lieu. Lydia s'est penchée et a chuchoté. Ça va? Son ton était léger, comme si elle me demandait si je voulais encore un verre d'eau, et non si j'étais en train de bouillir de rage. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai simplement secoué la tête. Ma mâchoire était si crispée que j'ai cru que mes dents allaient se briser. Et puis Donna est venue à notre table. Michael, dit-elle avec douceur, j'espère que tu ne t'es pas vexé. Jacques et moi, on voulait juste mettre un peu d'humour dans la soirée. C'était pour rire, rien de plus. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Je ne pouvais plus rester silencieux. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment le sol. Vous êtes sérieuse, là? Ai-je dit, d'une voix basse mais tremblante de colère. Et me voilà, debout au milieu du dîner de répétition. Ma chaise encore légèrement inclinée derrière moi. Toute la pièce s'était figée, comme si quelqu'un avait coupé le son de la télévision. Tous les regards étaient tournés vers moi. Mais je m'en fichais. Mon cœur battait à tout rompre et mon visage était brûlant.
Mais je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça. Les railleries de Jacques et Donna à propos de ma mère étaient déjà de trop. Mais cette fausse excuse de Donna, c'était la goutte de trop. Vous êtes sérieuse, là? Ai-je répété, la fixant droit dans les yeux. Elle s'est figée un instant, sans doute parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je la confronte réellement. Jacques a levé les yeux de son verre comme si je venais de l'insulter. Lydia, assise à côté de moi, a chuchoté. Michael, arrête. Mais je ne l'ai pas écouté. Laissez-moi bien comprendre, dis-je, ma voix plus forte maintenant. Vous avez passé toute la soirée à attaquer ma mère, la femme qui a aidé votre famille quand plus personne ne le faisait, et maintenant vous agissez comme si ce n'était qu'une blague. Vous pensez que c'est acceptable? Jacques s'adossa à sa chaise, les bras croisés. Détends-toi, Michael, dit-il en souriant, comme s'il pensait que ce n'était pas si grave. Tu dramatises. Tout ça, c'était pour rire. Pour rire? Répondis-je. Tu l'as traitée d'intrusive. Tu as dit qu'elle en faisait trop. Tu t'es moqué de sa générosité comme si c'était un défaut. Où est le plaisir là-dedans? La tension dans la pièce était insupportable. Je voyais certains des cousins de Lydie fixer leurs assiettes, manifestement mal à l'aise. Mon père, en revanche, regardait Jacques comme s'il avait envie de le frapper. Ma sœur avait les bras croisés, les yeux rivés sur Donna, comme si elle attendait son tour pour intervenir. Donna tenta de désamorcer la situation en riant. Oh, Michael, ne sois pas si susceptible. On partageait juste quelques anecdotes. Tout le monde sait à quel point Patricia aimait tout contrôler. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tout contrôler? Dis-je, ma voix montant encore d'un ton. Elle vous a aidé. Elle a sauvé votre entreprise quand vous étiez sur le point de tout perdre. Elle a payé les réparations de votre four, la rénovation de votre terrasse et les frais d'université de votre fils. Et c'est comme ça que vous la remerciez? En la tournant en ridicule pendant un dîner de répétition? Jacques se redressa, visiblement agacé cette fois. Ça suffit, maintenant, dit-il, tentant de prendre un ton autoritaire. On n'avait pas l'intention de faire de mal, mais si tu veux faire tout un drame, peut-être que tu n'es pas prêt pour le mariage. Ce commentaire montrait à quel point il avait peu de respect pour moi ou pour ma mère, d'ailleurs. Lydie finit par intervenir, tirant doucement ma manche. Michael, on peut juste sortir et parler, s'il te plaît? Je retirai mon bras. Non, Lydie, on ne peut pas. Pas tant que tes parents n'ont pas compris à quel point ils ont été irrespectueux. Donna poussa un soupir théâtral, comme si c'était elle la victime dans toute cette histoire. Michael, c'est censé être un moment heureux. Tu es en train de gâcher la soirée pour tout le monde. C'est moi qui gâche la soirée? Dis-je, la voix tremblante de colère. Non, Donna. Tu l'as gâchée au moment même où tu as décidé de salir la mémoire de ma mère devant tout le monde. Et Lydie, tu es restée là, sans rien dire. Le visage de Lydie devint rouge. Je ne savais pas qu'ils allaient dire tout ça, répondit-elle, sur la défensive. Mais tu as ri, répliquai-je. Tu as ri à chaque insulte. Tu n'as même pas essayé de les arrêter. À ce stade, les chuchotements dans la salle commencèrent à se faire plus présents. Les gens se penchaient les uns vers les autres, murmurant à propos de la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Je sentais leur regard peser sur moi, mais je m'en fichais. Il ne s'agissait pas d'eux. Il s'agissait de défendre ma mère. Jacques se leva, visiblement à bout. Très bien, Michael. Si tu es aussi offensé, tu ferais mieux de partir, dit-il, pointant la porte. Pendant un instant, j'y pensais. Partir, simplement, les laisser à leur dîner parfait. Mais je regardais autour de la pièce, mon père, ma sœur, quelques amis venus me soutenir. Tous me regardaient, attendant de voir ce que j'allais faire. Et je compris que je ne laisserais pas Jacques et Donna s'en sortir comme ça. Pas cette fois. Non, dis-je fermement. Je ne partirai pas. Pas tant que vous n'aurez pas compris ce que vous avez fait. Jacques ouvrit la bouche pour répondre, mais je le coupai net. Vous agissez comme si ma mère était une sorte d'envahisseuse obsessionnelle, mais sans elle, vous n'auriez même pas ce lien avec le restaurant. Elle n'a rien fait pour obtenir des remerciements ou des éloges. Elle l'a fait parce qu'elle se souciait de vous. Et maintenant vous salissez sa mémoire comme si c'était une blague. Ce n'est pas seulement irrespectueux. C'est répugnant. La salle redevint totalement silencieuse. Même Jacques sembla déstabilisé, comme s'il ne savait plus quoi dire. Donna ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Lydie restait assise, les yeux baissés, le visage figé entre honte et colère. Finalement, Jacques murmura. Ce n'était pas notre intention. Peu importe votre intention, dis-je. Ce qui compte, c'est comment ça a été perçu. Vous n'avez pas le droit de réécrire qui ma mère était juste parce que ça vous arrange. Elle méritait mieux que ça. Et moi aussi, franchement. Sur ces mots,
Je reculai de la table et attrapai mon manteau. Vous voulez que je parte? Très bien. Mais ne comptez pas me revoir. Mon père se leva aussitôt, prêt à me suivre. Ma sœur prit son sac et lança un dernier regard noir à Donna avant de nous rejoindre. Quelques-uns de mes amis se levèrent aussi, un peu hésitants, mais solidaires. Lydie m'appela. Michael, attends. Mais je ne m'arrêtai pas. Je quittai ce restaurant la tête haute, même si mon cœur battait à tout rompre. Dehors, mon père posa une main sur mon épaule. Tu as bien fait, dit-il. Ta mère serait fière de toi. J'acquiesçai, mais je ne me sentais pas fier. Je me sentais en colère et trahi. Et je réalisais quelque chose, si Lydie ne pouvait pas me défendre, ni défendre ma mère, alors peut-être qu'elle n'était pas la personne que je croyais. Une part de moi pensait avoir bien fait de partir. Mais l'autre ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était pas suffisant. Si je laissais les choses en l'état, Lydie et sa famille réécriraient l'histoire pour me faire passer pour le méchant. Ils diraient que j'étais trop sensible, que j'avais exagéré. Non. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. Il ne s'agissait pas que de moi. Il s'agissait de ma mère, de sa mémoire, et de ce que je défendais. Je pris une grande inspiration et me tournai vers mon père. Je dois y retourner, dis-je. Quoi? Fit ma sœur. Pourquoi? Tu ne leur dois rien. Je sais, répondis-je en la regardant. Mais je ne peux pas laisser ça en suspens. Je dois leur faire comprendre, à Lydie, à ses parents, à tout le monde, que c'est terminé. Définitivement. Mon père hésita, puis acquiesça. Si c'est ce que tu dois faire, tu veux qu'on vienne avec toi? Non, dis-je en secouant la tête. C'est quelque chose que je dois faire seul. Ma sœur sembla vouloir protester, mais se retint. Je me retournai et marchai vers le restaurant. J'avais l'estomac noué, mais l'esprit clair. Je ne retournais pas là-bas pour faire un scandale. Je retournais là-bas pour mettre un terme à tout, une bonne fois pour toutes. Les gens chuchotaient entre eux, jetant des regards furtifs vers la porte quand j'entrais. Lydie était toujours assise à la table, le visage pâle et les yeux écarquillés. Quand elle me vit, elle se leva. Michael, dit-elle. Qu'est-ce que tu fais? J'ignorais sa question et marchai droit vers le fond de la salle, là où Jacques et Donna étaient encore assis, l'air bien trop satisfaits d'eux-mêmes. Jacques haussa un sourcil en me voyant approcher, visiblement surpris de me voir revenir. Donna m'adressa ce même sourire doux et faux qu'elle avait arboré toute la soirée. Déjà de retour? Dit Jacques, d'un ton dégoulinant de sarcasme. Je ne pris même pas la peine de répondre. Je me tournai vers toute la salle. Excusez-moi, tout le monde, dis-je calmement, assez fort pour être entendu de tous. Le murmure s'arrêta instantanément. Tous les regards étaient à nouveau tournés vers moi. Mon cœur battait fort, mais je gardais la voix ferme. J'ai quelque chose à dire. Je regardai Lydia, qui s'était levée, figée près de la table, les mains fermement entrelacées devant elle. Je sais que ce n'est ni le moment ni l'endroit que quiconque aurait imaginé pour ça, mais après ce qui s'est passé ce soir, je ne vois plus aucune raison d'attendre. Je pris une grande inspiration et poursuivis. Ce mariage est annulé. La salle explosa. Soupirs, murmures, grincements de chaises emplirent l'air tandis que les gens se tournaient les uns vers les autres. La mâchoire de Lydia se décrocha, et ses mains se portèrent à sa bouche. Mon Michael, non, murmura-t-elle. Mais je levai la main pour l'arrêter. La salle était désormais plongée dans un silence de mort. Même les serveurs avaient cessé de bouger, figés dans les coins. Je me tournai vers les autres invités. Il ne s'agit pas seulement de ce soir, dis-je. Il s'agit du genre de famille dans laquelle j'étais sur le point d'entrer. Une famille qui ne me respecte pas, qui ne respecte pas ma mère, et qui ne respecte pas les valeurs avec lesquelles j'ai été élevé. Je ne peux pas, et je ne veux pas, passer le reste de ma vie à être traité ainsi. Jacques retrouva enfin sa voix. Tu fais une énorme erreur, gamin, dit-il, d'un ton dégoulinant de condescendance. Tu es en train de jeter quelque chose de précieux pour rien. Je ris amèrement. Pour rien? Tu crois que manquer de respect à ma mère, ce n'est rien? Tu crois que me traiter comme si j'étais inférieur, ce n'est rien? Non, Jacques. L'erreur aurait été d'aller jusqu'au bout de ce mariage et de m'attacher à une famille qui ne me mérite pas. Donna semblait sur le point de pleurer ou peut-être simplement honteuse, parce que leur petit spectacle venait de se retourner contre eux. Michael, dit-elle d'une voix tremblante, ne prenons pas de décision à chaud. On peut en parler demain, quand tout le monde aura eu le temps de se calmer. Non, dis-je fermement. On n'en parlera pas demain. Ni jamais. C'est terminé. Je me tournai vers Lydia une dernière fois. Son visage était couvert de larmes, et elle semblait ne pas savoir si elle devait hurler ou supplier. Je me dirigeai vers la porte, mes pas résonnant dans la salle silencieuse.
Alors que j'atteignais la poignée, j'entendis Lydia m'appeler une dernière fois. Michael, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je m'arrêtai un instant, la main sur la porte. Puis je me retournai et dis. C'est déjà fait. Quitter ce restaurant fut comme arracher un pansement. Il y eut une douleur, bien sûr, mais ce que je ressentis surtout, ce fut du soulagement. C'était fini. Le mariage. Le manque de respect constant. Le sentiment d'être toujours légué au second plan dans une famille que j'étais censé intégrer. Tout cela appartenait désormais au passé. Le lendemain matin, les véritables répercussions commencèrent. Je me réveillai avec une centaine de messages non lus sur mon téléphone. La plupart venaient de Lydia, quelques-uns de Jacques et Donna, et même certains de membres de sa famille que je connaissais à peine. Le ton variait entre supplication et agressivité pure. Les messages de Lydia étaient pleins d'excuses. Je suis désolé, Michael. Je ne voulais pas te blesser. S'il te plaît, parle-moi. Ceux de Jacques étaient plus hostiles. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Tu vas le regretter. Donna, elle, jouait la victime. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça à Lydia. Elle ne méritait pas ça. Je les ai tous ignorés. En milieu d'après-midi, Lydia se présenta à mon appartement. Je savais que ça allait arriver. Je m'y étais préparé toute la journée. Mais ça ne rendit pas les choses plus faciles. Quand j'ouvris la porte, elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Ses yeux étaient rouges, son visage ravagé par les larmes. Elle portait encore la robe de la veille, comme si elle était rentrée chez elle et avait pleuré jusqu'à s'endormir. Michael, dit-elle doucement, la voix tremblante. On peut parler? S'il te plaît? Je croisai les bras et m'adossai à l'encadrement de la porte. De quoi veux-tu parler, Lydia? J'ai été très clair hier soir. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée, mais elle ne recula pas. Je sais que tu es en colère, et tu as toutes les raisons de l'être, dit-elle. Mais on peut réparer ça. On peut surmonter tout ça. Je secouai la tête. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Elle essuya ses yeux du revers de la main, sa voix se brisant. J'avais peur, d'accord? Je ne savais pas quoi faire. Peur de quoi? Demandai-je, la frustration montant. Peur de contrarier tes parents? Peur de créer un scandale? Elle ne répondit pas. Elle resta là, en larmes, pendant que je la regardais, espérant quelque chose, n'importe quoi, qui me ferait croire qu'elle comprenait vraiment ce qu'elle avait fait. Mais rien ne vint. Ses yeux s'écarquillèrent et elle fit un pas en avant. S'il te plaît, Michael, murmura-t-elle. Ne fais pas ça. On peut faire que ça marche. Je parlerai à mes parents. Je les ferai s'excuser. Mais ne termine pas comme ça. Je secouai de nouveau la tête. Il ne s'agit pas seulement de tes parents, Lydia. Il s'agit de toi. Et la nuit dernière m'a montré exactement qui tu es. Et je ne peux pas l'oublier. Je mérite mieux. Elle me fixa un moment, son visage se déformant alors que la réalité la frappait. Un samedi après-midi, je nettoyais l'ancienne boîte à souvenirs de ma mère. C'était quelque chose que j'avais gardé depuis son décès. À l'intérieur, il y avait son collier préféré, une paire de boucles d'oreilles qu'elle portait pour aller à l'église, et un petit médaillon délicat avec une photo de ma grand-mère à l'intérieur. Ce médaillon était dans notre famille depuis des générations, transmis de mère en fille. Et ma mère me l'avait donné avant de mourir. Elle m'avait dit. Un jour, tu sauras qui mérite de le recevoir. Je l'avais gardé en sécurité dans la boîte depuis ce jour. Ce n'était pas juste un bijou. C'était une part d'elle. De notre histoire familiale. Mais quand j'ouvris la boîte ce jour-là, le médaillon avait disparu. Au début, je pensais que je me faisais des idées. Je fouillais la boîte méticuleusement, coin par coin. Rien. Je vérifiais les tiroirs, les étagères, même le sol autour. Rien. Mon cœur se serra quand je compris, quelqu'un l'avait pris. La seule personne qui était venue chez moi récemment, à part mes proches, c'était Lydia. Mon estomac se noua en rassemblant les pièces du puzzle. Elle était venue quelques jours après la rupture pour rendre la bague de fiançailles. Elle m'avait demandé d'utiliser la salle de bain avant de partir, et à l'époque, je n'y avais vu aucun mal. Mais maintenant, tout faisait sens. Je pris mon téléphone et lui envoyai un message. Tu as pris le médaillon de la boîte à souvenirs de ma mère? Quelques minutes plus tard, elle répondit. De quoi tu parles? Je ne la crus pas une seule seconde. Tu sais très bien de quoi je parle. Le médaillon que ma mère m'a laissé a disparu. Tu es la seule à être venue ici. Tu l'as pris. Elle mit du temps à répondre. Quand elle le fit enfin, son message me fit bouillir. Je l'ai emprunté parce que je voulais garder une part d'elle avec moi. Je pensais que ça m'aiderait à me sentir plus proche de toi. Emprunter. Sans demander. Sans prévenir.
Je n'en croyais pas mes yeux. Je l'appelai immédiatement. Quand elle répondit, elle adopta un ton défensif, comme si elle était la victime. Michael, ce n'est pas grave, dit-elle. J'allais te le rendre. Pas grave. Répliquai-je. Ce médaillon est dans ma famille depuis des générations. Ce n'est pas un bibelot qu'on prend sur un coup de tête. Comment as-tu pu croire que c'était acceptable? Je voulais juste me sentir connecté à toi, dit-elle, la voix tremblante, jouant la carte de la pitié. Je ne pensais pas que tu t'en rendrais compte. Bien sûr que je m'en rendrais compte. Criai-je. Il vient de ma mère. Et le fait que tu n'aies même pas pensé à me le demander rend ça encore pire. Elle se mit à pleurer. Mais je n'avais aucune envie de la consoler. Où est-il? Exigeai-je. Chez mes parents, avoua-t-elle, entre deux sanglots. Je ne voulais pas le perdre, alors je l'ai laissé là-bas, en sécurité. C'était la goutte d'eau. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas. Quelque chose qui signifie plus pour moi que tu ne pourras jamais comprendre. Et tu l'as laissé chez tes parents? Tu te fiches de moi? Je suis désolé, murmura-t-elle. Désolé, ne suffit pas, dis-je, d'un ton glacial. J'y vais tout de suite. 1 heure plus tard, je garai ma voiture devant chez Jacques et Donna. Ma colère n'avait fait que grandir pendant le trajet. Quand je frappai à la porte, j'étais prêt à exploser. Donna ouvrit. Son sourire doux et faux disparut en voyant l'expression sur mon visage. Michael, dit-elle prudemment. Que fais-tu ici? Je viens récupérer le médaillon de ma mère, dis-je sèchement. Lydia m'a dit qu'il est ici. Son visage passa de la surprise à l'irritation. Lydia a pris un médaillon? Pourquoi? Elle n'aurait jamais. Allez le chercher, l'interrompis-je. Elle plissa les yeux, mais s'écarta pour me laisser entrer. Quelques minutes plus tard, Lydia descendit les escaliers, le médaillon à la main. Ses yeux étaient gonflés, son visage ravagé. Mais je m'en fichais. Tout ce que je voyais, c'était le médaillon qui pendait entre ses doigts, comme s'il n'avait aucune importance. Tiens, dit-elle en me le tendant. Je le pris et l'inspectai, m'assurant que c'était bien le bon. Une fois certain, je le glissai dans ma poche et me retournai pour partir. Oh, Michael, attends, dit-elle, désespérée. Je ne voulais pas te blesser. Je voulais juste. Me voler, la coupai-je. Tu m'as volé, Lydia. Tu as volé à ma mère. Comme si tout ce que tu avais déjà fait ne suffisait pas. Son visage se tordit. Elle se remit à pleurer. Mais je ne m'arrêtai pas. Je sortis et claquai la porte derrière moi. Dans les jours qui suivirent, je bloquai son numéro, supprimai ses messages, et coupai toutes les voies possibles de contact. J'en avais fini avec elle, avec sa famille, et avec tout le drame qu'ils avaient apporté dans ma vie. Annuler le mariage avait été difficile, mais ça, c'était le clou dans le cercueil.